Alors déjà, je vais parler des catégories de prêts. Ok. Donc il y en a 3 principales. Je ne vais pas aller dans tous les détails parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Mais les 3 principaux, c'est le taux fixe, le taux variable et le taux mixte. Je vais les définir après. Ok. Ensuite, il y a les types de prêts. Pareil, il y en a des tonnes, mais je prends que les principaux qui nous intéressent. C'est l'amortissable, le in fine et le prêt relais. Et ensuite, Super donc, il y a intéressant. tous les prêts conventionnés. Donc là, il y a le prêt à taux zéro, l'action logement, le 1%. Et plus après, d'autres trucs qu'on voit jamais. Mais voilà, ça, c'est tous les principaux. Aujourd'hui, on va voir ça. Bonjour à toi, cher bâtisseur. Je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Si tu ne nous connais pas, on est 2 potes qui sommes investisseurs, entrepreneurs, investisseurs dans l'immobilier, voilà. Et on fait des podcasts sur ces sujets-là. On partage nos évolutions vers le chemin de la liberté. Et si tu nous rejoins, écoute, bienvenue. Ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça, je pense que c'est parce qu'on a changé des choses sur cette chaîne. Et ça fait grandement plaisir. Donc bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Et écoutez, aujourd'hui, on va commencer la semaine avec un point business. Et mon copain Terry, comment tu vas, mon pote ? Alors, ça va, mais. Tu sais, quand il y a un mais, Il y a toujours un mais. ça veut dire que ça annule ce qui s'est dit avant. Non, en vrai, ça va. Sauf que juste avant qu'on commence le podcast, je me suis penché sur les impôts. Et là, Alors, c'est la première année où je vais devoir faire des déclarations un peu plus compliquées puisque j'ai de l'argent qui est placé un peu à droite, à gauche. ouais. Et du coup, j'ai regardé vraiment la documentation des impôts, ce que j'avais jamais fait avant. Il y a 434 pages. T'imagines le bordel? Donc, Attends, quoi 400. ouais. C'est ce qu'ils te donnent sur le site des impôts. Donc, j'ai regardé évidemment que ce qui m'intéresse. Tu vois, moi, j'avais pas besoin Ouais, bien sûr. de toutes les parties. Ouais. Mais ça va être lourd. Il va falloir que je prenne tous les IFU de tous les endroits où j'ai placé de l'argent. Ouais. Et là, ça va y aller. Donc, je vais faire ça ce week-end. Je vous ferai peut-être un débrief à la fin. Et peut-être des petits tips en story. Ouais. D'ailleurs, on est beaucoup en story en ce moment, tous les jours. Donc, venez voir parce qu'on répond à vos questions. C'est hyper intéressant. On essaie de faire court, concis et si possible dynamique. Donc, voilà, venez voir. C'est très intéressant. C'est sur notre compte Instagram, Bâtisseurs d'Indépendance. Vous allez vite le trouver. C'est le logo avec les pyramides. Les pyramides. On est les seuls. Oui, normalement. Mais pour revenir sur les impôts, je crois qu'il y a quand même des solutions qui alors, soit gratuites, soit payantes. Mais moi, j'ai vu passer des trucs qui soit le faisaient à ta place, soit t'aidaient à le faire. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est un mythe de le refaire à papier. Enfin, je veux dire, il faut être un homme de Cro-Magnon pour le faire. Je crois que tu peux même plus le déclarer en papier de toute façon. Ouais, mais non, mais même sur Internet, tu vois, je pense qu'il y a des outils qui te permettent d'optimiser ton temps, quoi. C'est pas possible autrement. C'est sûr, je ne sais pas. Faut que je regarde justement parce que je m'y suis penché aujourd'hui. Ce week-end, je vais plus creuser le sujet. Donc, on va voir. Je te dirai à la fin. Très bien. Et puis, tu me diras aussi de ton côté, évidemment. Bah, moi, de toute façon, c'est simple, je paye pas d'impôts. Donc, alors, et ça, c'est très bien. Pas parce que je suis un évadé fiscal, mais parce que. T'as un statut, en fait. Ouais, je gagne pas assez suffisamment d'argent pour déclarer d'impôts. Donc, bon, bah voilà, quoi. Oui. Et puis, le statut d'alternant, il a cet avantage, c'est que tu fais une défiscalisation directement. C'est assez haut, je crois que c'est 24 000 euros, quelque chose comme ça. Oui, parce que pour ceux qui nous rejoignent, accessoirement, moi je suis encore en études. Terry travaille, mais moi je suis encore un bébé. Il me reste encore à peu près 5 mois là d'études. Je suis en full alternance là maintenant. J'ai fini les cours, mais donc moi effectivement je paye pas d'impôts, j'ai pas trop ce problème là, mais j'ai pas hâte. Voilà. Ouais. Et en plus, finalement, j'avais fait les calculs. Entre le moment où j'étais alternant et le moment où j'ai travaillé, même en tant qu'ingénieur, je gagne pas beaucoup plus parce qu'en fait, tu te fais vraiment défoncer par les impôts. Ah ouais, donc, voilà, c'est assez violent. En fait, tu passes très vite dans la tranche à 30%. Donc, à partir d'un moment, tout ce que tu gagnes, déjà, t'enlèves un tiers. Et du coup, t'as plus droit à toutes les aides. Tu sais, quand t'es alternant, t'as pas mal d'aides quand même. T'as les aides pour le logement, t'as des primes qui peuvent aller jusqu'à 100 euros par mois. Et puis t'es vieux en plus toi, donc t'as plus les tarifs préférentiels. Non, j'ai pas de tarifs préférentiels. Je crois que t'es dans la tranche chiante, genre passer les 25 ans, t'as plus les trucs gratuits et tout. Ça c'est fini. Putain. Bon, enfin, en tout cas, ça c'était le petit coin actualité. Absolument. Et la dernière fois... Ouais, vas-y. La dernière fois, on a parlé d'un sujet qui était très intéressant. On a eu plein de petits messages comme quoi il y en a qui étaient là à nous poser des questions. Donc,
On a parlé des crédits. Et tu vas peut-être nous faire une synthèse de ce qu'on a fait la dernière fois quand même, pour ceux qui nous rejoignent. Allez, je vais faire une synthèse. Alors, je vais essayer de faire concis, donc je vais reprendre mes notes de la dernière fois, comme ça, je vais aller vite. Si vous voulez avoir plus d'explications, on prend plus de temps, allez écouter le précédent épisode dessus. Absolument. Et voilà ce qu'on a dit. On a expliqué ce que c'était, donc en général, vous le savez. Quelles sont les modalités donc de remboursement, etc. Combien ça vous coûte finalement. On a aussi parlé de comment être un bon client pour la banque, c'est-à-dire être un bon prospect en fait pour eux. Le mieux, c'est d'avoir beaucoup de reste à vivre, donc c'est ce qui nous reste à la fin du mois comme argent, avoir de l'épargne, gagner bien sa vie, éviter les crédits inutiles, et puis aller de plus en plus vers les investissements. Et ne pas être un profil dépensier. Voilà, on évite d'aller en boîte 3 fois par semaine. Ensuite, donc il y a toutes les pièces à joindre sur le dossier, donc là je les avais toutes détaillées. Ça va être un peu rébarbatif si je les dis comme ça, mais en gros, c'est votre situation, si vous êtes en salariat, ça va être vos bulletins de salaire, etc. Voilà, c'est vraiment votre situation. Et ensuite, présenter le projet. Donc voilà, on avait fait ça à peu près. On est rentré beaucoup plus dans les détails avec des anecdotes, etc. Mais voilà ce qu'on a dit. Ouais, c'est vrai. Donc là, on peut recommencer sur de nouvelles bases. Ouais, nouvelle base. On a posé les bases au début, là, donc pour ceux qui sont pas trop dedans. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous introduire de ce dont tu veux nous parler aujourd'hui, Thierry? Ouais, alors déjà, je vais parler des catégories de prêts. Okay. Donc il y en a 3 principales. Je vais pas aller dans tous les détails parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça, mais les 3 principaux, c'est le taux fixe, le taux variable et le taux mixte. Je vais les définir après. Okay. Ensuite, il y a les types de prêts. Pareil, il y en a des tonnes, mais je prends que les principaux qui nous intéressent. C'est l'amortissable, le in fine et le prêt relais. Et ensuite, donc, il y a tous les prêts conventionnés. Donc là, il y a le prêt à taux zéro, l'action logement, le 1%. Et plus après, d'autres trucs qu'on voit jamais. Mais voilà, ça, c'est tous les principaux. Aujourd'hui, on va voir ça, principalement. Okay. Donc, tous ceux qui sont en phase d'acheter, qui ont à peu près notre âge et qui sont en phase d'acheter leur RP, écoutez bien cet épisode, parce que ça risque d'être utile. On coach, on semi-coach un de nos potes qui est dans cette période-là. C'est hyper intéressant de suivre ça, parce que du coup, il nous suit depuis le début et on voit son projet grandir petit à petit, se concrétiser. Donc c'est hyper marrant. Oui. Et on voit qu'il se met vraiment dedans aussi. Donc ça fait plaisir. Absolument. On a l'impression d'avoir un nouveau collègue. Et n'hésitez pas, hein, si franchement, là on répond. Alors on est très actif sur les réseaux. On répond, que ce soit moi ou Terry. Si vous avez une question, les gars, et les filles, on est là pour vous. Ouais. Et puis même en fait, si c'est juste pour partager, on rappelle, mais en fait tout ça on le fait principalement pour avoir une communauté bienveillante dans ce domaine-là. Donc n'hésitez pas juste à nous dire, bah voilà, la semaine dernière j'étais chez le notaire, ou alors j'ai visité tant de biens, j'ai fait une offre, c'est passé. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça nous fait plaisir en fait de le savoir. Ça rejoint un petit peu l'épisode qu'on a fait la dernière fois sur l'entrepreneuriat. Faut pas être seul et on veut créer une communauté où on parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler normalement, et on veut être encore une fois les bons potes, vos bons potes avec qui vous pouvez pas forcément parler de ces sujets-là. Donc allez-y allègrement. Allez, cette fois on commence. Donc on commence. Le prêt à taux fixe. Le prêt à taux fixe, c'est celui que tu vas imaginer quand on parle de crédit, c'est-à-dire que si la banque te dit tu vas payer 4%, en fait tous les ans tu payes 4%, du début à la fin de ton crédit. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le prêt à taux fixe, parce que c'est du début à la fin pareil. Donc ça c'est celui qu'il vous faut, en fait, parce que les autres on va en parler, mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce que quand on est investisseur, la principale chose qu'on veut savoir, c'est maîtriser le risque. Et comment maîtriser le risque? C'est en ayant le maximum de données fiables. Donc si on a quelque chose qui est fixe, en fait on sait ce qu'on va payer chaque mois, chaque année, à la fin du crédit. Et donc là on peut anticiper, on peut faire toutes nos stratégies autour de ça. Voilà pourquoi c'est le plus intéressant. Ensuite, c'est clair pour toi, Hugo? Ah ouais, c'est très clair, c'est très clair. Ok. N'hésite pas à me couper si tu as quelque chose à dire. Avec grand plaisir. Non, mais j'écoute sagement. Ok. Donc ensuite, il y a le prêt à taux variable. Alors celui-là, c'est celui qu'on n'aime pas parce que justement, il est tout l'inverse de ce que j'ai dit avant. On peut très bien le prendre à 2% et puis il va monter, peut-être redescendre, puis remonter, et il peut arriver à des sommets. En fait, on l'a vu aux États-Unis notamment avec la crise des subprimes. Ils avaient ça, ils avaient des prêts à taux variables ou mixtes, on va le dire après. Ouais, ce qui fait qu'en fait, une fois que la crise a commencé, ça s'est emballé. En fait, il y a des gens qui avaient des prêts qui étaient à 1% au démarrage et qui finissent à 15%.
Donc là, en fait, c'est juste monumental. Bah, et puis, Tu t'imagines bien que les mensualités, elles ont doublé, puis même triplé au bout d'un moment. C'est insupportable. Ouais. Donc celui-là, on le veut pas du tout. Mais non. pourquoi il est présenté? Parce que ça avantage bien les banques, en fait. Les banques, Ouais. ce qu'elles veulent, c'est gagner de l'argent. Donc quand elles te font un crédit qui est bas, elles vont espérer que ça monte. Ou alors même, sans espérer que ça monte, si l'inflation, donc l'inflation, c'est le fait que la valeur de ton argent vaut de moins en moins. Donc si l'inflation est en train de progresser, en fait, ils vont te faire payer de plus en plus cher et donc ils vont mettre de plus en plus dans leur poche. Et du coup, pour eux, c'est très avantageux. Souvent, ils vont te le vendre en ayant une mensualité un peu plus basse que le crédit à taux fixe. Donc imaginons qu'en ce moment, là, on est vers les 4%. Bah, oui, c'est clair. Ils vont peut-être te proposer du 3,5, mais variable. Donc en fait, peut-être qu'à la fin de l'année, tu seras à 5. Par contre, il y a aussi ce côté où, imaginons, aujourd'hui on est à peu près 4, demain c'est le meilleur des mondes, ça peut descendre à 3. Et là, à ce moment-là, on est quand même gagnant. Ça marche À comme ce ça moment-là, on est pas quand du même tout gagnant. Ouais, mais par contre, tu ne le maîtrises absolument pas, là, tu subis. Hein. Non, non, bien sûr. Ah bah c'est des suppositions, hein, c'est des hypothèses. Hein. Voilà, Ouais. Mais du coup, moi j'ai une question, c'est à quel moment, en fait, la banque... Enfin, est-ce que c'est qu'une question de négociation Est-ce que nécessairement la banque va te proposer un taux variable parce que c'est ce qu'elle préfère, tu vois? Ou alors, en fait, elle donne un taux variable aux profils on va dire les plus risqués, tu vois? Non, en fait, en France, on a coutume d'avoir des prêts à taux fixe quand même en majorité pour l'immobilier. Donc, de base, elle peut te proposer l'un ou l'autre, Hmm. mais c'est plus courant qu'elle te propose le fixe. Par contre, ça arrive quand même qu'elle te le propose le variable. Surtout si tu n'as aucune connaissance dans la banque, que tu as très confiance en ton banquier. En fait, il peut faire n'importe quoi. Donc, c'est plus de... C'est pas de l'abus de confiance, mais ils vont se servir de la crédulité de la personne en face pour justement gagner un peu plus d'argent si jamais il y a un souci. Ça répond à ta question? Ouais, c'est beaucoup plus clair, ouais. Mais c'est une question hyper intéressante, je pense, pour les gens qui se posent la question, tu vois, qui connaissent pas forcément le fixe ou le variable. Moi, tu vois, je connaissais les deux, mais je savais pas dans quel cas l'un était proposé plus que l'autre, sachant que forcément le variable est plus intéressant pour la banque, donc tu te dis forcément elle va te le proposer. Mais Oui, bon, elle risque de te le proposer en tout cas. Voilà, il se leurre pas quoi. Oui. Après, en général, il suffit d'être curieux et de poser la question, mais en fait, tu es tellement concentré sur d'autres choses, surtout si c'est ton premier achat immobilier, que ça peut passer à la trappe. Donc, ayez bien ça en tête. En tant qu'investisseur, on ne veut pas un taux variable, on veut un taux fixe. Ou alors, si jamais à un moment il y a une inflation énorme, qu'on passe à, je sais pas, des taux à 10-15%, est-ce que ça vaut toujours le coup? Je ne sais pas. Par contre, je dirais que même dans ces cas-là, moi je préfère un taux fixe parce que je préfère savoir ce qu'il y a dans le futur comme mensualité plutôt que ne pas savoir. Et en plus, tu peux quand même renégocier ton crédit. En fait, l'Europe permet ça. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous, c'est que on a beau acheter un crédit cher, on pourra le renégocier quand les taux vont rebaisser. Donc finalement, tu vois, je vois vraiment pas quand est-ce que ça pourrait être intéressant de prendre un taux variable. Ouais, non, mais très clairement. Non, surtout qu'on peut pas prédire l'avenir, donc. Et oui. Très bien. Donc ensuite, il y a le... Ouais, dis-moi. Non, du coup, après, j'allais dire, il y a le taux mixte, comme tu nous disais. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un mélange des deux, en fait. C'est qu'il y a une partie de fixe et une partie qui est variable. Par exemple, tu vas avoir 2% de fixe, plus 1%, plus 1% qui est en fonction de l'inflation. Tu vois, ça peut être ça, par exemple. Donc tu vas avoir tes 3% de base, et tu peux monter à 4, 5, 6, 7, etc. Après, parfois, tu as des choses encore plus complexes, où tu as plusieurs choses qui sont variables. Ça peut être indexé sur plein de choses, et du coup, tu vois que ça devient vite très compliqué. Donc, pareil, on évite ça. Alors, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Si jamais vous voulez vraiment le prendre parce que vous avez des conditions, parce qu'il y a des choses qui sont derrière, je ne sais pas. Mais moi, je ne le conseille pas, en tout cas. Donc ça, c'est les catégories de prêts. T'avais conscience déjà qu'il y avait ces trois-là? Alors, j'avais conscience qu'il y avait le fixe et le variable. Après, savoir te les expliquer comme ça aussi clairement que tu le fais, je pense pas, mais c'est vrai que le mixte, je savais pas. Après, je me dis, why not, tu vois, le mix? Parce que, encore une fois, si jamais, tu vois, aujourd'hui, on est dans une période où il y a quand même beaucoup d'inflation et donc les taux montent, en fait, au bout d'un moment, ça peut que baisser, quoi. Ou alors, tu paries un peu sur l'avenir et tu te dis si ça, voilà. Et tu sais pas si ça peut que baisser, hein. Parce que même si tu arrives à 10%, ça peut toujours monter finalement. Tu vois, peut-être que tu peux te le permettre quand
quand t'as déjà beaucoup de lots, quoi. Je sais pas. Ouais, même là, moi je pense que je tenterai pas. Après, c'est aussi ma nature qui fait que Oui. j'aime les choses où je sais où je vais mettre les pieds, tu vois. Ouais. Le risque ne me dérange pas tant, mais je vais pas aller Ouais. volontairement me mettre dans un risque. Tu comprendras que j'aime un petit peu. Ouais, j'ai compris. Bah, ça m'a fait défaut, hein, mais bon. Dites-nous Ok. si vous feriez comme ça, enfin comme Hugo Ouais. ou comme moi plutôt, Team Hugo ou Ouais. Team Terry, ça C'est peut clair. être rigolo. D'ailleurs, on y pense maintenant, mais allez liker nos réseaux sociaux, partagez tout ce que vous pouvez parce qu'on a besoin de vous pour grandir. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien de nous voir grossir parce que on est encore trop petit pour avoir des grands guests. On a essayé parfois d'inviter des gens, mais on est encore trop petit. Donc, faites-nous grandir pour qu'on puisse grandir avec vous, avoir des super invités, proposer des super valeurs et puis aller de l'avant. Voilà. Bon, next, on avait les types de prêts. Ouais, donc C'est ça il y a l'amortissable, le Ok. in fine et le pré-relais. Je vais le faire à l'envers cette fois parce que je suis un petit fou, moi. Donc le pré-relais, j'en avais déjà parlé en fait il y a quelques podcasts, ou il y a maintenant quelques mois. C'est quand tu as déjà un bien que tu proposes de le mettre en vente et que tu vas t'en servir pour financer le bien suivant. Donc imaginons que toi, comme ça, tu peux emprunter 100 000 euros, mais tu as déjà un bien qui en vaut 100 000. Et bien en fait, tu vas proposer à la banque ces 100 000, tu vas te libérer en plus d'un crédit que tu étais potentiellement en train de payer, et tu vas te libérer pour avoir un nouveau bien. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de grossir plus vite. En fait, vous allez le voir dans l'immobilier, il y a plusieurs difficultés, mais l'une d'elles, c'est qu'on est vite bloqué. On est vite bloqué par notre capacité d'endettement. Combien on peut mettre chaque mois pour contracter un crédit. Et en fait, un des bons moyens d'augmenter cette capacité, c'est soit de gagner beaucoup plus, soit d'avoir des leviers pour faire encore plus de crédit. Donc l'un des leviers, c'est le pré-relais, où tu utilises un de tes anciens biens pour financer le deuxième plus gros. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'estimes, parce qu'on l'avait déjà dit, mais moi je me rappelle plus, t'estimes ton bien actuel. Ouais. Et cette somme-là qui est estimée, tu la contractes en crédit. Tu le fais estimer, tu l'estimes pas toi, parce que sinon c'est un peu de ta parole. Donc tu le fais estimer. Et après, tu peux contracter plus ou moins. On va dire que, bah voilà, l'exemple de tout à l'heure, ton bien il vaut 100 000 euros. La banque, elle se dit, ben, sur les 100 000 euros, il reste 30 000 euros de crédit. Voilà, ça fait 70 000 euros de capital. C'est comme s'il les apportait en fonds propres. Allez, on prend une marge de sécurité de 5 000 euros peut-être, mais voilà. C'est comme si tu sortais de ta poche 65 000. Donc tu imagines bien que tu peux contracter des beaucoup plus gros crédits en fait. Putain, c'est ouf. Donc voilà, ça c'est le pré-relais. Il est hyper intéressant pour nous, mais quand on a déjà une base en fait. Ouais, bien sûr. Okay. Donc après, il y a le pré-in fine. C'est le plus compliqué celui-là. Donc je vais d'abord passer à l'amortissable, qui est celui qu'on connaît tous. En fait, c'est tu donnes une somme que tu veux une somme que tu vas emprunter au niveau de la banque. Donc on reprend l'exemple des 100 000 euros. Tous les mois, tu vas payer 500 euros. Et en fait, sur ces 500 euros, il y a une partie qui fait le remboursement du crédit réellement, et il y a une partie qui est en fait les intérêts pour la banque. Donc ça, c'est le crédit amortissable. Tous les mois, tu donnes une somme fixe, et dans cette somme fixe, il y a une partie banque et une partie pour réellement rembourser le crédit. Voilà, ça c'est celui qu'on connaît tous. Pourquoi ça s'appelle amortissable? Parce qu'en fait, tu amortis dessus, tout simplement. Et ensuite, donc il y a le prêt in fine, qui est le plus compliqué, qui est le moins connu, et qui est pourtant très intéressant dans les années qu'on a vu passer. Alors, il l'est moins aujourd'hui, mais il a été vraiment très intéressant. Ok. Donc là, on va avoir plusieurs notions assez complexes, donc je vais essayer de vulgariser un maximum. N'hésite pas à m'arrêter. Moi-même, je vais probablement arrêter et boire un coup à un moment. Vas-y, on t'écoute. Alors, tu veux emprunter 100 000 euros de la même manière. Sauf que cette fois, tous les mois, tu ne rembourses que la partie intérêt. Donc imaginons qu'on emprunte les mêmes 100 000 euros que d'habitude. Tu vas devoir à la fin, pour la banque en tout et pour tout, disons 120 000 euros entre l'emprunt et puis les intérêts. Et ben en fait, tous les mois, tu ne rembourses qu'une partie d'intérêt. Tu ne rembourses pas ton crédit. Ton crédit, tu le rembourseras à la dernière annuité, donc ça veut dire le dernier mois de remboursement, totalement. Donc imaginons que tu empruntes sur 10 ans. Pendant 9 ans et 11 mois, tu vas ne rembourser que les intérêts. Et la 10e année, le 9 et 12 mois, tu vas vraiment rembourser toute la somme complète, donc les 100 000 euros. Est-ce que déjà ça c'est clair?
Alors ouais, c'est clair, ouais, mais ça... Faut les sortir, hein, Et oui, l'argent, quoi. mais justement, ça, je vais l'expliquer. Donc, comment tu fais pour les sortir? C'est qu'en fait, bah, tout le long du crédit, tu auras mis en location, donc tu auras pris des loyers que tu auras mis sur un compte que tu vas dédier pour vraiment rembourser à la fin. Voilà, c'est Ouais, comme ça que tu le prévois. Et il ouais. y a autre chose, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, en fait, le crédit in fine, souvent, ils vont te demander de nantir une somme. Alors, nantir, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer de l'argent dans un des produits financiers de la banque Hmm. et il est On en avait bloqué. parlé. Voilà, on en avait déjà parlé, mais c'était il y a longtemps, donc je réexplique rapidement. Imaginons qu'il te demande 10 000 euros de nantissement dans une assurance vie. Hmm. Donc, tu prends tes 10 000 euros, tu leur donnes. L'assurance vie, elle va te rapporter des capitaux, puisqu'elle a un pourcentage qui est reversé. Ouais. Et en fait, à la fin des 10 ans, peut-être que ces 10 000 euros, ils en vaudront 20 ou 30 000. Donc, tu vois, peut-être que ça t'aura aidé. Donc, alors, pourquoi c'était très intéressant ces dernières années? Parce qu'en fait, le crédit coûtait très peu cher. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient très bas. On avait vu des taux d'intérêt à 1% pendant quelques années. Et les assurances vie, en général, elles te rapportent, je sais pas, entre 2 et 6%. Donc, en fait, tu empruntes à un pourcentage bas et tu as une assurance vie où l'argent est nanti qui a un pourcentage qui est plus haut. Donc en fait, en empruntant, quelque part, tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu comprends un peu le truc intéressant? Ouais, c'est ouf. Ouais, donc ça, Ouais, franchement, bah... c'était très bien. Alors, c'est moins le cas maintenant parce que le crédit in fine a cette particularité, c'est que souvent les banques, elles veulent pas faire un long crédit, elles n'aiment pas les crédits de 20 ans, bien qu'elles peuvent le faire. Elles vont préférer 10, 15 ans. Donc déjà, Ah ouais. les mensualités, on va dire, pas les mensualités, mais les pourcentages peuvent être un peu plus hauts. Hmm. Et ensuite, ben, elles vont demander des plus grosses contreparties. Parfois, c'est 20% d'apport, parfois, c'est 30%. C'est une somme nantie importante. Ça va être aussi juste des taux d'emprunt qui sont plus élevés que ce qui se fait sur le crédit amortissable. Donc, tu vois, il y a beaucoup plus de contraintes à l'entrée. Par contre, quand les pourcentages d'emprunt sont très bas, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça te fait gagner de l'argent, en fait. Ouais. Oui, Donc, tu parce vois, que en déjà, tu fait... as l'effet de levier de l'emprunt, mais en plus, tu gagnes de l'argent sur le nantissement. Ouais, c'est clair. Parce que finalement, enfin, ce qu'il faut essayer de... Là, on touche à l'investissement. Quand tu nantis de l'argent et que tu le mets sur tu le mets sur une assurance vie, généralement, à long terme, on voit que la bourse monte. Donc, Oui. ce rendement, il change pas vraiment, tu vois. Ça reste entre 2 et 6% par an. Tandis que le taux d'intérêt, lui, par contre, il peut changer du tout au tout, ce qu'on a vu ces 6 derniers mois, tu vois. Donc, effectivement, je comprends pourquoi maintenant c'est plus trop intéressant. C'est beaucoup moins intéressant, en tout cas. Mm. Et je reviens par contre sur ce que tu as dit, c'est pas forcément que des actions, hein. Ça peut être aussi des obligations, et c'est pas forcément fixe, ça peut être variable. Les assurances vie, en fait, ça dépend vraiment de ce que la banque te propose et de ce que toi tu acceptes avec eux. J'ai pas dit action, j'ai juste dit assurance vie. T'as pas dit la bourse? Bah peut-être, je me rappelle plus, mais en tout cas, effectivement, l'assurance vie, c'est un mix de plusieurs produits financiers. Oui, c'est juste un véhicule d'investissement, donc tu mets un peu ce que tu veux dedans, en fait. Exactement, c'est ça. Ok, Donc voilà, ça c'était les types de prêts. Prêt amortissable, prêt relais, prêt in fine, ça marche. Exactement. Donc maintenant, on va passer sur les prêts conventionnés, donc qui ne sont pas pour tout le monde, puisqu'en fait, il faut avoir des conditions. Il y a le prêt à taux zéro, donc qui s'applique uniquement pour la résidence principale et qui doit être complété par un autre prêt. Donc je vais prendre un exemple, tu empruntes 100 000 euros, 50 000 euros est en prêt à taux zéro, donc tu n'as vraiment pas d'intérêt dessus. Et puis les autres 50 000 euros, c'est un prêt qui est adossé sur une banque. Et là, tu vas avoir les pourcentages classiques du coup en ce moment, c'est 4%. 3,5%, Ouais. 4%. Donc c'est sur une partie de prêt, c'est pas sur la totalité. Non, c'est sur une partie du prêt, ouais. Et en plus, alors à moins que ça ait changé, mais il y a 2 ans, quand j'ai regardé, c'était comme ça. Ok. Et en plus, tu as des contraintes d'utilisation de ton logement. C'est-à-dire que pour éviter que tu abuses de ce droit qui est quand même une aide sociale, Ouais. l'État va te demander d'y habiter quelques années dedans. Donc je crois que c'est 7 ans, quelque chose comme ça. Donc tu vois, c'est assez long dans une vie d'investisseur. Tu n'as pas envie de garder ce bien en général aussi longtemps. Ah ouais. Et les conditions pour te soustraire à ça, c'est d'avoir une obligation. Donc par exemple, tu es muté, ou alors, je sais pas, enfin, tu as des trucs comme ça, je te redirai exactement, mais voilà, tu as quelques conditions pour en sortir. Mais souvent, tu peux pas en sortir. Et donc en fait, tu dois finalement rembourser la somme qui t'a été prêtée. Donc à utiliser avec parcimonie, plutôt dans une résidence principale où vous souhaitez rester,
Voilà. où vous savez que vous allez rester. Dans une logique patrimoniale, éventuellement, quoi. Ouais, mais attends, le prêt à taux zéro, c'est éligible n'importe quand, même après avoir fait plusieurs investissements avant. Moi, je pensais que c'était, tu vois, les primo-accédants qui avaient le droit au prêt à taux zéro. C'est fait pour les primo-accédants, mais je ne suis pas certain que tu sois limité par ça. On mettra le lien en description sur Instagram et puis sur le podcast. Ouais, ça marche. Okay. Bon, voilà, en tout cas, si vous êtes primo-accédant, allez voir, ça peut être intéressant. Après, il y a l'Action Logement. Je tiens juste à se préciser quand même, parce que je pense qu'on part chinois pour certains. Primo-accédant, c'est les personnes qui achètent une résidence principale pour la première fois. Voilà. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Vous avez les secondo-accédants après qui, eux, achètent une résidence principale pour la seconde fois. Voilà. C'est assez simple, mais il faut le savoir. Ouais. Tu fais bien de le préciser parce que c'est un truc que parfois on oublie. Oui. Donc l'Action Logement. Alors là, c'est les prêts conventionnés. Alors je dis Action Logement, mais en fait, il y en a plein des prêts conventionnés. Mais c'est le plus connu. C'est en fait quand tu as des revenus qui sont suffisamment bas pour déclencher des paliers en fonction des zones où tu habites. Donc selon les métropoles, les petites villes et tout, c'est différent. Donc là, il faut bien aller voir sur le site du gouvernement, puisqu'en fait, c'est lui qui te dit dans quelle zone tu te trouves. Il te dit un maximum où tu gagnes par an pour les déclencher. Donc quand tu es seul, c'est pas pareil que quand tu es en couple. Et puis en fait, il faut avoir des revenus modestes d'une manière générale. Donc toi, par exemple, Hugo, dû au fait que tu es encore en alternance et que du coup tu as des revenus déclarés qui sont très bas, tu pourrais y accéder par exemple. Ok. C'est par intéressant. Contre, ouais, c'est intéressant, mais par contre, c'est comme d'habitude, tu as des contraintes derrière. Donc en fonction des différents prêts, les contraintes ne sont pas les mêmes, mais du coup, il faut quand même bien consulter avant de se lancer dans quelque chose. Ok. Et parfois, tu vois, c'est pour acheter du neuf, parfois c'est pour acheter dans des zones particulières, donc ça dépend vraiment du prêt. D'accord. Et ensuite, donc il y a le prêt à 1%. Alors, son nom c'est prêt à 1%, mais en fait, il est variable. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le prêt que vont te proposer certaines grosses entreprises, où il y a des conseils d'administration, où il y a en fait assez de personnel pour que l'entreprise se porte garante. Elle donne une somme et toi tu la rembourses avec un pourcentage qui est en général beaucoup plus bas que sur les autres prêts. C'était pas si clair ce que je viens de dire, non ? Non, j'ai pas tout capté. Ok, je la refais. Donc, imaginons que sur ton prêt amortissable, en ce moment, tu as 4%. Tu vas voir ton entreprise. Alors, ça marche que pour les grosses entreprises et toutes les entreprises ne le font pas. Mais si elle le fait, ton entreprise, tu vas la voir, tu lui dis que tu as un crédit, elle va t'accorder une certaine somme, remboursée avec un taux d'intérêt qui est plus bas que le taux sur ton crédit amortissable en ce moment. D'accord. Donc, je reprends l'exemple des 4%, là, tu empruntes 100 000 euros, tu vas voir ta société, elle te dit, nous, on prête jusqu'à 50 000 euros à 2%, par exemple. Donc, en fait, ce qui te permet de faire 50 000 avec ton entreprise, 50 000 avec la banque, et en fait, d'un côté, tu as 2%, de l'autre, tu as 4%. C'est comme si tu en avais 3. Tu vois, donc tu as réduit un petit peu ce que tu empruntes. Trop stylé. Mais Action Logement, tu parlais d'Action Logement, mais Action Logement fait ça aussi, non ? Ouais, en fait, les prix conventionnés sont souvent plus bas quand même en termes d'emprunt. Mais c'est pas la même chose parce que là, tu n'as pas de condition de revenu, par exemple. En fait, la condition, c'est que ta société le fasse, tout simplement. Oui, qu'elle le fasse, ouais. Il s'appelait 1% parce qu'au démarrage, c'était à 1%. C'est 1%, ouais. Et préconventionné, en fait, qu'est-ce que tu entends par conventionné ? Qui sont soumis à législation. Alors tu me diras, en fait, ils sont tous soumis à législation, mais ceux-là, ils sont particuliers parce qu'en fait, tu as des conditions d'entrée. Là où le prêt amortissable, qui que tu sois, quoi que tu fasses, quels que soient tes revenus, peu importe si tu as une société, si tu travailles pour une société, tu peux le faire. Par contre, le prêt à taux zéro, c'est que pour les primo-accédants. Les prêts type Action Logement, c'est que pour ceux qui ont des revenus modestes. Et le prêt à 1%, c'est que pour ceux dont l'entreprise se porte garante pour le faire. Ok. Déjà, voilà t'as bien synthétisé les prêts conventionnés, c'est cool. Mais effectivement, pour résumer un petit peu ce que vient de dire Terry, c'est que d'un côté, tu as une partie où c'est les prêts qui tout le monde y accède, mais tu en as 3 différents, les amortissables, les in fine et les prêts relais. Et ensuite, tu as un deuxième groupe où là, c'est les prêts conventionnés, où là, c'est sous condition, et c'est pas tout le monde qui peut y accéder. Et là, à ce moment-là, c'est, comme disait Terry, prêt à taux zéro. Alors, primo-accédant ou non, à vérifier.
Ouais, mais moi, on vérifiera ça. moi j'ai cru me souvenir que c'était ça. Oui, je crois. Action Logement pour voilà, les personnes à revenus modestes et prêt à 1% pour les entreprises qui sont éligibles. C'est pas mal Voilà. comme ça. Et après, on avait aussi les catégories de prêts au tout début. Il y avait le prêt à taux fixe, le prêt à taux variable et le prêt à taux mixte. Qui détermine combien vous allez payer au final votre prêt, tout simplement. Parce que, Voilà. comme on vous le rappelle, vous avez une partie que vous capitalisez parce que c'est la valeur de votre bien à l'achat, mais il y a une partie que vous redonnez à la banque qui s'appelle les intérêts parce que forcément, il faut qu'elle se paye. Et donc, ces intérêts-là, ces prêts à taux fixe, taux variable ou taux mixte, ces taux-là, en fait, ça représente l'intérêt, le revenu de la banque. Bon, c'est pas mal tout ça. C'était bien J'espère complet. que tout a été clair et que ça fera pas trop d'un coup aussi. Non, et puis si c'était pas, si vous voulez encore une fois qu'on revienne sur des notions, posez-nous les questions et puis on y reviendra en story. C'est fait pour ça, on est là pour ça. Mais en tout cas, full valeur parce que en fait ça donne bien un aperçu. Tu vois, alors faut être dans un projet immobilier. Je pense que ça va bien servir à Tom typiquement, mais vous pourrez revenir sur ce podcast quand vous serez en plein dedans. Mais hyper intéressant. Merci Terry pour avec grand pour cette plaisir. valeur. Je pense qu'on a bien bossé. On vous fait de gros bisous. Mettez les notes 5 étoiles sur Spotify parce que ça nous aide à remonter dans le top, même si on est nulle part, mais ça nous aide à grandir en tout cas. Ça nous aide à grandir, absolument. Donc ça nous aide beaucoup, donc s'il vous plaît, faites-le. Voilà. Continuez d'investir et d'évoluer. La bise. La bise.